à tous et merci de nous rejoindre ce matin encore pour certains d'entre vous. Je dis juste deux petits mots d'introduction et puis on va rentrer vite dans le sujet. Donc là, on organise dans le cadre de cette Good Week donc pendant 3 jours en fait, petite semaine de 3 jours, des conférences à distance. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée, donc on démarre avec François Bentalane que je vais présenter dans une minute. Et en fait, l'idée de cette petite semaine de Good Week, c'est à la fois de donner la parole à des experts de la philanthropie, des fundraisers, des gens de gouvernance, de finance, etc., mais aussi à des doueurs du good, ceux qui font, ceux qui ont vraiment la main dans la pâte pour essayer de faire progresser un certain nombre de sujets de société. Et ce matin, nous sommes vraiment très, très heureux d'accueillir François Bentalane, parce qu'il va nous parler de l'activité de son association, que je vais présenter en quelques minutes, et surtout lancer en fait la discussion et lancer l'exposé de la présentation de François. Alors, on va essayer de faire très vite pour lui laisser vraiment le plus grand temps possible de parole et échanger avec vous par le chat. Simplement dire que nous sommes dans un moment un peu particulier, la question des inégalités constatées dans le système d'éducation, qui est un vrai sujet de société en France. Ça a été renforcé par la pandémie du Covid, comme un certain nombre d'entre vous ont pu le comprendre. Cet enseignement à distance n'a pas été simple pour tous les écoliers, collégiens, lycéens. Et c'est en France un sujet assez abrasif, en fait, parce que les Français sont très attachés au mythe républicain de l'école égalitaire. C'est vraiment un des socles de la République. L'école de la République doit permettre aux citoyens de progresser, méritocratiquement d'atteindre ses objectifs et ses choix. Et ce mythe, depuis un certain nombre d'années, peut-être 2 ou 3 décennies, si j'exagère pas un peu, ce mythe est vraiment battu en brèche et on voit l'échec cuisant de dizaines de milliers de jeunes qui sortent chaque année et dans chaque génération de l'école sans formation, avec des bases tout à fait instables en termes de capacité cognitive. Zubdeco, l'association qu'a fondée François, accompagne depuis des années des milliers de jeunes, et les accompagne sur la partie, on va dire, devoir, facilitation en fait du rattrapage des retards qui sont accumulés. Et cette activité touche écoliers, collégiens et lycéens est soutenue essentiellement, enfin François, tu le préciseras dans quelques minutes, par un vrai soutien philanthropique par des particuliers et des entreprises. Alors, pourquoi te donner la parole ce matin? Notre idée est venue suite au confinement, en fait, et les mois qui ont suivi ce confinement. On a constaté, et je pense que c'est un, je ne sais pas si certains des auditeurs réagiront par rapport à ça, mais on a fait un constat d'une aggravation de ces inégalités, parce que pour un certain nombre de jeunes, l'école déjà en présentiel est compliquée. Alors à distance, quand on n'a pas et les outils et l'espace pour travailler et de se concentrer, là les inégalités deviennent abyssales. Et c'est sur ce sujet très pointu, en plus de tout le reste que je viens d'exposer, que ton association a décidé d'accroître son accompagnement, de l'amplifier et de le pratiquer à distance pour essayer effectivement de permettre de combler cette difficulté ou ce retard. Alors, tu es dans un moment, tu me l'as expliqué, de passage à l'échelle vraiment d'accroissement fantastique des capacités d'intervention, parce que la demande est là et puisque le besoin est là de l'association. Tu veux toucher un plus grand nombre de jeunes par ces mécaniques d'accompagnement à distance, et les questions économiques sont essentielles, la question du financement sont essentielles. Le partenariat public-privé est quelque chose qui est pratiqué dans de nombreux secteurs. Dans ce secteur particulier, il est encore plus indispensable. On voit bien comment ce dialogue peut fonctionner. La philanthropie, à notre sens, a un rôle essentiel à jouer dans ce moment. Il y a toujours effectivement une tension entre le rapport à la fonction publique et les questions d'intrusion, entre guillemets, de la philanthropie, donc on va dire du don, de la générosité, du mécénat, de la compétence dans cet espace-là. Il y a vraiment un sujet de débat, tu pourras peut-être nous en dire quelques mots. Mais je pense qu'à t'écouter aujourd'hui, et écouter ton parcours
et, et tout l'effort que tu portes, enfin tout le poids que tu portes pour faire progresser ce combat d'accompagnement de ces jeunes scolaires nous semble comment dire, suffisamment justifié, s'il fallait trouver une justification, pour te donner la parole ce matin et te permettre de nous présenter comment tu t'es organisé, comment tu as organisé ton association pour répondre à cette attente et surtout répondre aux défis que pose cette distanciation nécessaire à cause de cette crise épidémique. Maintenant, la parole est à toi. Ce que je propose, c'est que tu exposes ton point de vue et que si des auditeurs, enfin là on se croit à la radio, veulent poser des questions, ils puissent le faire par chat, on me communiquera les questions et je les poserai soit au fil de l'eau de la présentation si nécessaire, soit on le fera à la fin de ton exposé. On a grosso modo jusqu'à 10h30, 45 minutes devant nous pour pouvoir tenir cette distance. Merci et à toi la parole. Très bien. J'imagine qu'on va être assez interactif. Donc, merci Antoine et merci à ton équipe pour avoir organisé cet événement. Le sujet, en fait, tu es très bien en préambule sur la problématique de l'échec scolaire en France, qui existe depuis maintenant des décennies. Et nous, on s'est immergé dans cet univers-là depuis un peu plus de 15 ans. Enfin, j'avais pas prévu de passer 15 ans dans ce sujet-là. J'avais prévu d'apporter des outils, un savoir-faire, une organisation, et puis ensuite l'éducation nationale allait pouvoir reprendre le relais. Alors, avant de discuter du Covid, de l'impact sur l'éducation et l'échec scolaire, il faut remettre les choses en perspective. On parle beaucoup de l'éducation nationale et des problématiques de l'éducation nationale, mais il faut intégrer deux choses. La première chose, c'est que c'est quand même une structure d'1 million de personnes. Donc, elle doit être dans le top 5 des administrations dans le monde en volume. Ça, c'est déjà un premier point, c'est de gérer une structure aussi importante avec 1 million de personnes, 850 000 profs, l'administration, dont tous ces gens font leur job. Ils le font très bien d'ailleurs. Et donc, ensuite, une fois qu'on a dit ça, toute cette infrastructure fait que vous avez 95% du budget de l'éducation nationale, c'est la masse salariale. Donc, ce qui fait que les marges de manœuvre pour pouvoir agir et mettre des choses en place avec un certain nombre d'acteurs ou de partenaires pour pouvoir les accompagner après la partie instruction est quelque chose d'assez compliqué. Et puis, quand on regarde la DGESCO, la DGESCO, c'est l'administration, c'est 250 000 personnes qui administrent toute cette organisation. Ils ont un budget très limité qui ne permet pas aux acteurs externes, que ce soit les acteurs associatifs ou des acteurs privés, généralement les acteurs privés ne sont pas les bienvenus, malheureusement, et qui fait que depuis des décennies, beaucoup d'acteurs en local, en régional ou en national essayent de faire des choses pour essayer de réduire drastiquement l'échec scolaire en France. Et je m'y suis attelé. Aujourd'hui, on doit accompagner un peu plus de 4200 enfants à travers le programme Devoirs faits, qui était la bataille qu'on a menée pendant 10 ans pour que les devoirs puissent être faits à l'école. Et on stagne à ce niveau-là pour des raisons purement financières, qui est qu'à chaque fois qu'on doit s'installer dans un collège ou dans une ville ou dans une région, eh bien, il faut qu'on ait une ou deux personnes sur le territoire pour recruter des étudiants bénévoles et des jeunes en service civique qui vont aller s'installer dans un collège et accompagner les enfants de la 6e jusqu'à la 3e en prenant un critère de note au démarrage qui est entre 6 et 9 de moyenne en maths et en français et en faisant progresser d'1 à 2 points chaque année pour qu'ils aient leur brevet. Ça, c'est en gros le constat et la situation qui fait que une fois qu'on aligne tous ces éléments-là, on se rend compte que la problématique de l'après 16 heures, qui est la période des devoirs et qui permet aux enfants de pouvoir réviser ce qu'ils ont appris dans la journée, est quelque chose qui, dans le cadre des quartiers populaires, qui est le territoire où j'évolue, les quartiers populaires et les zones rurales, eh bien, c'est une difficulté pour de multiples raisons. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on se met dans une position qui est de se dire, eh bien, il y a énormément de territoires, parce que quand on accompagne 4000 enfants, tous mes amis qui investissent ce sujet-là, comme la FEV, retraite scolaire, l'association de quartier, les IVA ou autres, tout ça cumulé, ça doit faire 20 000, 25 000 enfants accompagnés sur le territoire national, et puis ensuite beaucoup de structures dans chaque ville, dans chaque quartier. Et toute la difficulté du bénévolat dans cette organisation est liée au fait que ce sont des personnes qui mettent du temps et de l'énergie, et avec un manque à mes yeux, qui est la culture du résultat. Et quand nous sommes arrivés sur ce sujet-là, en ayant benchmarké pendant plus de 2 ans tous les acteurs de ce domaine,
on s'est rendu compte que tout le monde mettait de l'énergie. Enfin, c'est une énergie impressionnante de personnes qui s'engagent, mais avec un oubli, à mes yeux, qui est, pour certains, la culture du résultat, et qu'on a très bien dans le monde du privé, avec les acteurs du privé, où les parents demandent aux acteurs qui vont les accompagner d'avoir du résultat, c'est-à-dire de faire progresser leurs enfants à travers des notes, à travers leur comportement, à travers l'estime d'eux-mêmes, etc. Et nous, on est dans une situation où, comme les parents n'ont pas les moyens ou les compétences nécessaires pour aider leurs enfants, on a une problématique qui est récurrente depuis des années, qui est l'environnement. C'est-à-dire que si vous prenez le même enfant d'un milieu populaire, d'une famille modeste, et vous le mettez dans un milieu favorisé avec les mêmes outils, c'est-à-dire les acteurs du privé et l'encadrement, ben vous aurez des enfants qui progressent. Et donc, toute la difficulté qui a été la nôtre là depuis un certain nombre d'années, c'était de convaincre les services publics qu'il faut laisser des acteurs externes venir après ces heures dans les établissements, car c'est l'endroit où ils sont tous, donc autant investir cet endroit-là, venir dans cet endroit-là et faire en sorte de demander à des associations, des acteurs privés, de venir accompagner ces enfants pour qu'ils ne décrochent pas. Bon, alors ça, c'est une bataille sur laquelle j'ai un peu capitulé, même après avoir passé plus de 10 ans. Il y a aujourd'hui énormément de principaux, d'enseignants qui s'engagent. Enfin, c'est un univers assez extraordinaire, hein, le monde de l'éducation, parce que c'est beaucoup de passion. Comme ils sont très mal payés et qu'il n'y a pas l'argent pour pouvoir mieux les payer, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas avec 400 millions qu'on va augmenter les salaires des uns et des autres. Qu'un enseignant, lorsqu'il rentre dans l'éducation nationale, eh bien, il y a un engagement financier très important puisque c'est son salaire et sa retraite. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, et j'arrive même pas à comprendre qu'il n'y ait pas à un moment donné quelqu'un qui dise il n'y a pas d'argent. Alors, soit on a 30 élèves dans les classes, on en veut 20. Et donc, si on veut passer de 30 à 20, il faudrait rajouter 200 000 classes. Donc, les profs qui vont avec, donc l'infrastructure qui va avec, donc le financement qui va avec pour être largement au-dessus de 15 milliards. Donc, il n'y a pas d'argent. Et donc, la seule solution pour que derrière tout le monde puisse s'entendre, c'est exactement ce qui s'est passé dans la période du Covid, pour faire cette transition, qui est le fait que tout le monde s'y est mis. Les acteurs associatifs, les acteurs du privé, l'éducation nationale qui était un peu perdue entre les outils qu'il fallait mettre en place et quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à se greffer dans le système. Je pense qu'on doit être l'une des seules structures associatives qui avons pignon dans les collèges, où nous avons des salles dans les collèges, des bureaux dans les collèges qui permettent d'accompagner tout ça. Et la frustration de ce sujet-là, c'est que je peux encore passer 10 ans de ma vie sur ce sujet-là, alors que ça fait déjà bien 15 ans, j'avais pas prévu, hein. Au début j'étais parti pour 2 ans en disant on va amener des outils pour pouvoir vérifier les notes, l'assiduité, l'accompagnement, former les étudiants, mettre des outils de résultats, etc. Et puis qu'on allait me dire merci monsieur, super, on va continuer. Et donc la période du Covid a remis en gros en perspective des problématiques qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, ou que les gens ne voulaient pas voir, ou n'avaient pas le temps de voir, peu importe, qui est que les familles modestes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, hein, elles ne sont pas que dans les quartiers populaires, on en a aussi un peu partout, eh bien, elles ont plusieurs problématiques qui s'accumulent. Elles ont une problématique déjà d'environnement social, qui est que ces enfants ne s'épanouissent pas dans un environnement social, culturel, et donc tous ces sujets de l'art, de la lecture, qui sont des choses essentielles pour eux. Parce que ces parents, bah, c'est ces fameux premiers de corvée que beaucoup de gens ont redécouvert pendant cette période du Covid et qui fait que bah, ils travaillent, ils ont beaucoup de déplacements, ils ont beaucoup d'énergie et malheureusement ils n'ont pas la pédagogie car ils n'ont pas été formés à être enseignants pour pouvoir accompagner leurs enfants. C'est à partir de ce genre de constat, de situation qu'on peut commencer à construire des choses. Et le Covid a accéléré tout ça. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que évidemment qu'il y avait beaucoup de problématiques liées au numérique, qui est quand même les outils qui sont les outils de demain dans ce sujet-là. Et puis de l'autre côté, une problématique qui est qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Voilà. On découvre qu'il y a des familles qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Ou qui ont un ordinateur, mais pas suffisamment pour les 2-3 enfants qu'il y a dans la maison dans cette période où il fallait faire de l'accompagnement à distance. Ou qui n'ont pas les connexions et les moyens de pouvoir le faire. Bref, donc il y a des ou qui font que beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs se sont mobilisés pour pouvoir offrir des ordinateurs, offrir des tablettes aux uns et aux autres. Mais une fois que vous avez, et donc ça c'est, et donc déjà merci pour tous les donateurs, mécènes ou autres qui se sont investis sur ces sujets-là, tous les bénévoles, tous les acteurs. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place pour pouvoir accompagner cette problématique de l'éducation.
Donc, la seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas les moyens financiers qui vont avec. Autant dans le numérique, et tu le sais, pour avoir lancé il y a 10 ans avec Zubdeco les premières écoles du numérique, la Web Academy, l'école 42, le Samsung Campus, l'argent est venu à flot, car les entreprises se sentaient concernées par le sujet, et c'est devenu très rapidement, on a créé la première école en 2010, 5-6 ans après, il y a eu le label de la grande école du numérique. Et depuis, il y a des centaines de formations disponibles à droite à gauche. Et donc, moi, j'ai cédé à un moment donné des écoles en disant le monde associatif est là pour régler un problème, pas pour vivre dessus. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est clos. Mais sur la partie éducation, et donc là, il y a eu plein d'acteurs qui sont venus s'installer. Sur la sujet éducation, vous enlevez Zubdeco, personne ne vient me remplacer. Et c'est là où on a une problématique, c'est comme il n'y a pas de moyens financiers pour pouvoir accompagner ce programme, eh bien, derrière, vous avez que des petits trucs à droite à gauche. Et donc, la plus grosse association, pour moi, qui est la FEV, qui existe depuis 30 ans, elle doit accompagner 4000 jeunes, à peu près. Donc, 4-5 000. Donc, à l'échelle des plus de 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans, c'est une goutte d'eau, mais c'est déjà 4 000 ou 5 000. Donc, c'est déjà beaucoup par rapport à ça. Mais il faudrait faire 20 fois ça, quasiment, si on voulait éradiquer ou réduire drastiquement la problématique de l'échec scolaire en France. Ça, c'est pour le constat. Ouais. Les solutions. Une fois qu'on a pris ce constat-là, on se dit, bon, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, la seule marge de manœuvre, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans toute problématique, et pour moi, le Covid est une problématique de société, il y a des opportunités. Et l'opportunité, ça a été que les gens prennent conscience, à la fois dans le monde professionnel, que avoir un ordinateur, une connexion, eh bien, contribue à mettre en place une continuité dans l'organisation. Eh bien, on est dans les mêmes sujets dans le domaine de l'éducation, qui est que les enfants peuvent être bloqués à tout moment. Ma fille, d'ailleurs, a eu un cas Covid dans son environnement de copine, donc elle a été bloquée pendant 14 jours. Et puis ensuite, il y a un autre membre de la famille. Et donc, ce qui fait qu'elle a pu passer, là, aujourd'hui, quasiment 3 semaines à la maison, à distance, et avec des enseignants qui ne sont pas obligatoirement connectés. Donc, il y a des cours qu'elle ne peut pas suivre, et donc c'est des copies qui lui sont apportées, ou il y a des profs en visio qui utilisent plus ou moins bien le sujet, parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça, et qui arrivent à peu près à s'en sortir. Et donc, nous, de tout ça, pendant ces 6-7 derniers mois, on s'est dit de quelle façon on peut essayer d'apporter une solution qui puisse répondre à toutes ces problématiques que je viens de vous citer, du manque de moyens financiers, du manque de temps, des contraintes géographiques ou autres. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un programme qui s'appelle Home Class. Donc, c'est homeclass.org. Donc, le site est en ligne, pas finalisé parce que je dois sortir fin octobre. Mais voilà, je vous donne l'info, ça vous permettra d'aller regarder si vous le souhaitez. Et à partir de là, les points, c'était tous les parents qui, jusqu'à présent, nous écrivaient, nous envoyaient des mails en disant « j'ai une problématique avec mon enfant », on ne pouvait pas intervenir car nous n'étions pas implantés dans la ville ou pas dans le collège. Eh bien, le numérique permet de pouvoir atteindre ces parents-là, enfin ces enfants, à travers cette famille, sur ce sujet-là. Et ensuite, on s'est posé la question qui est de se dire la difficulté qu'il y a un avantage au bénévolat, qui est l'implication des personnes, de tous ces étudiants et jeunes en service civique qui viennent s'impliquer. Mais là, en période de Covid, on a beaucoup de réticences, évidemment, de se déplacer avec un masque dans une école. Donc, beaucoup d'étudiants viennent, et donc avec tout le programme de distanciation qui va avec. Et de l'autre côté, on a testé pendant toute cette période de Covid l'accompagnement à distance. Alors là, comme il n'y avait pas d'outils qui étaient mis en avant, à la fois c'était compliqué d'accéder aux classes virtuelles de l'éducation nationale parce qu'il fallait des accords du rectorat ou autres, les collèges, les permissions. Enfin bon, tout le monde était un peu perdu là-dessus et ça a progressé d'ailleurs, je pense, depuis. Et alors, donc, on a été sur tous les outils à distanciel que vous avez connus, les Zoom et compagnie, les Teams, les Discord, par téléphone, par Google Meet, bref, on a trouvé toutes les solutions possibles pour pouvoir continuer à accompagner pendant cette période de confinement ce maximum d'enfants. Et ça a retiré 2 problématiques du sujet. C'est que quand on fait du distanciel, bien évidemment, c'est pas la même chose que du présentiel, c'est pas la même dynamique. Derrière un écran, il faut être beaucoup plus inventif, beaucoup plus dynamique. C'est plutôt des animateurs pour pouvoir capter l'attention d'un élève pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, ce qui est pas simple. Et donc, mais surtout, ils sont pas habitués, quoi. C'est-à-dire que tout le monde apprend, les élèves apprennent, les enseignants apprennent, etc. Et donc, nous, à travers Homebox, ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut passer à l'échelle, il n'y a que ça qui me motive. La cause est essentielle parce qu'elle me parle, parce que c'est mon histoire. Et la deuxième chose est liée au fait que si on veut
accompagner 10 000, 20 000, 40 000, 50 000, 100 000 enfants en France métropole, dans les dom-toms et dans la francophonie, le digital est une opportunité formidable. Donc, à partir du moment où on regarde ce point-là en disant c'est une opportunité formidable, la question, c'est comment on l'utilise à bon escient pour que ça soit efficace. Et c'est là où on s'est posé un certain nombre de questions et que je continue toujours à me poser parce que il y a des acteurs du privé, des Academia, des Prof Express, des Maxicours, des StudiTrack, etc. Un certain nombre d'acteurs du privé qui sont présents, qui n'ont jamais réussi, pour tous les gens qui ont développé des programmes divers et variés, Maxicours, ça fait 20 ans que Benjamin Magnard et ses équipes se battent sur les sujets, ils n'ont jamais réussi à rentrer dans les établissements car il y a un rejet naturel de l'éducation nationale, de tout acteur du privé. Dès qu'on parle d'Academia, par exemple, c'est le diable. Alors que pour moi, Academia, c'est des gens qui fiscalisent du black et qui ont créé 600 emplois. Et donc, ils contribuent à la dynamique professionnelle du sujet. Et donc, c'est pareil pour tous les autres acteurs. Je parle d'Academia, mais je pourrais parler de Complétude, Cours Legendre, etc., etc. Enfin, tous ces gens qui sont là-dessus. Et donc, dès qu'on parle d'eux, eh bien, les portes se ferment dans l'éducation. Ce qui est dommage, parce qu'on se rend compte que tous ces acteurs du privé qui sont des gens qui sont payés pour donner des cours, les gens qui payent en face ont une exigence de résultats et pas une exigence de moyens, ce qui est la différence avec le monde associatif, où on a un engagement de moyens, mais pas obligatoirement un engagement de résultats dans la philosophie. Alors que les élèves qui ont entre 6 et 9 de moyenne en maths et en français quand ils rentrent en 6e, eh bien, il faut qu'ils aillent très rapidement à 12, 13, 14 ou 15 pour avoir leur brevet en 3e et ensuite choisir s'ils veulent aller en filière générale parce qu'ils sont très bien dans ce truc-là, ou s'ils veulent aller en filière professionnelle parce qu'être assis toute la journée ne leur va pas. Et donc, et ensuite leur dire, une fois que vous avez votre bac pro, bac général, vous avez accès à toutes les écoles de la même façon, en dehors des écoles d'ingénieurs ou autres pour la partie maths. Et donc, ce qui fait s'il y a aujourd'hui des éléments, je me suis tué à dire pendant 10 ans à tous les ministres que j'ai rencontrés, vous avez plus d'1 million d'étudiants qui ont été formés par l'éducation nationale, faites appel à eux pour les intégrer dans les 1000 collèges REP de France dans les quartiers populaires et ensuite sur les 6000 restants pour couvrir tout le monde, pour pas qu'il y ait simplement un investissement très fort dans les quartiers populaires et des élèves en difficulté, il y en a partout. L'échec scolaire, ce n'est pas un problème de quartier populaire, ça doit être quasiment un quart des enfants qui sont en échec scolaire. Donc, de l'autre côté, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de compenser le sujet. Donc, ce qui fait que la grosse difficulté de tout ça, avec l'énergie qui est mise en place par les uns et par les autres, c'est le système qui est que dans le monde du travail, il y a beaucoup d'acteurs, dans le monde de la santé, il y a beaucoup d'acteurs, dans le monde de l'éducation, les portes sont fermées. Et comme c'est un sujet touchy, voilà, parce que voilà, il y a les syndicats, et que dès qu'on dit quelque chose, eh bien, les gens se mettent en grève. S'ils se mettent en grève, eh bien, ça pose une problématique aux familles. Et donc, c'est vraiment un sujet très compliqué et une grosse machine par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai décidé de faire appel aux acteurs du privé. Et donc, ça, c'était ma colère post-Covid, qui est de dire à un moment donné, il faut arrêter de nous opposer. Le public dit non, le privé non, mais le public doit se rappeler que le financement du public est apporté par le privé et que nous sommes des êtres humains, les uns et les autres, et chacun choisit un chemin différent. Mais à la fin, on est tous dans le même pays, tous dans les mêmes préoccupations que les enfants réussissent. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on les oppose les uns aux autres. Et moi, j'ai décidé de franchir cette ligne en allant voir des acteurs du privé, type Academia, type Maxicours, type Prof Express, pour dire à tous ces gens, écoutez, moi, je suis aujourd'hui à 4000 enfants, je veux passer à 40 000 dans les 2-3 prochaines années, je n'y arriverai pas seul. Donc, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Et pour aller beaucoup plus vite, il faut que chacun fasse son job. Et nous, notre job, Zubdeco, c'est que nous sommes très bien implantés dans les quartiers populaires et les zones rurales. Eh bien, notre job, c'est d'aller identifier les enfants à travers des associations locales. Parce qu'il ne faut pas partir tout de Paris où on monte une asso nationale et on se déploie. Ce que j'ai fait. Hein. Donc, et voilà, j'ai appris en faisant. Alors que dans chacune des villes, il y a des gens qui habitent là, qui ont monté leur association, qui n'ont pas de budget, qui ont, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros, et qui essayent de faire des choses dans leur quartier pour aider les familles autour de chez eux, mais pas simplement dans le soutien scolaire, mais aussi dans tous les autres sujets, qui est aller visiter, moi ce que je fais visiter les universités, les grandes écoles du coin, pour dire, parler d'un métier c'est bien, mais le futur c'est les écoles supérieures qui sont en face de chez vous. Bien sûr, ils y vont à reculons, mais quand ils reviennent, ils se disent, ils ont vu les amphis, ils ont vu les étudiants, ils se disent comment on fait pour venir ici. Et donc, ces acteurs du local, c'est leur ville, leur territoire, ils connaissent tout le monde et il faut aider ces structures à être plus efficaces, on va dire, ou à leur donner les moyens d'eux. Ça, c'est le premier constat.
C'est dans chaque ville, trouver l'association ou les associations, on va dire, parce que généralement, les enfants vont pas d'un quartier à un autre. Donc, dans chaque quartier, l'association qui va bien, qui peut être un relais là-dessus. Et donc, et à partir de là, de dire à ces acteurs associatifs, écoutez, vous, c'est votre territoire, vous avez des enfants qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas de place chez eux, eh bien, on va vous aider à vous fournir des ordis, potentiellement au niveau du fundraising, vous apporter des expertises et de la compétence pour trouver les 50 000 euros qui vont bien pour pouvoir avoir la personne qui gère tout ça chez vous, et puis faire en sorte d'accueillir, d'une part, identifier les élèves qui doivent être accompagnés sur votre territoire, et accueillir les enfants qui n'ont pas de place chez eux, qui n'ont pas d'ordinateur. Et nous, au niveau national, notre rôle, c'est de faire appel à des acteurs, du privé et des étudiants bénévoles, et des jeunes en service civique, pour pouvoir accompagner ces enfants toute la semaine. Et pas simplement 2 heures par semaine, ce qui est le cas aujourd'hui de tous les acteurs associatifs qui accompagnent les élèves, mais toute la semaine. Et pour ça, de dire à un enfant, lorsqu'il est devant ses devoirs, devant son ordinateur, et qu'il a, je sais pas, voilà, il a un moment de déconcentration pendant le cours de maths, on va prendre les maths pour aller vite, mais il est bloqué dans ses devoirs. Et donc, et son environnement peut pas l'aider en tant que tel. Alors, les parents peuvent aider en primaire, parce que c'est les additions, les multiplications ou autres, mais dès qu'on arrive en 6e, on rentre dans le domaine des équations, c'est plus compliqué. Bien là, on a un acteur qui s'appelle Prof Express, donc qui fait ça depuis 12 ans, qu'on ne connaît pas, mais qui vend ça au CE. Et le job, c'est du help devoir, je vais appeler ça comme ça, qui est, je suis bloqué, je vais sur la plateforme Homeclass, pardon, je sais pas pourquoi je parle d'Homebox, Homeclass, et derrière, je vais avoir un prof pendant 10 minutes qui va m'expliquer mon problème et qui va me débloquer cette problématique-là. Et ça, je peux l'avoir tous les jours de la semaine si nécessaire. Ensuite, l'autre acteur potentiel qui est, pour moi, l'idéal, qui est Academia, même si j'ai beaucoup de réticences à la fois en interne et à la fois en externe, en disant, si vous travaillez avec Academia, et bien derrière, les profs vont nous fermer les collèges, et donc on va avoir un certain nombre de difficultés. Les PRE, les investissements, les financements des PRE, de la politique de la ville, les institutions vont dire on va pas vous donner d'argent pour le donner à des acteurs du privé, alors que c'est de l'argent qui va être donné à des salariés en France. Avant tout, on est dans des problèmes de relance économique, mais à un moment il faut avoir un peu de cohérence par rapport à ça. Et donc ces salariés payent des charges, payent des impôts, et donc contribuent à l'économie de ce pays. Et de dire, en fait, si nous voulons le faire, nous, en tant qu'association, il faut qu'on recrute des enseignants, qu'on forme des enseignants, qu'on mette des outils pédagogiques en place, qu'on mette la plateforme avec tout ce qui va bien pour que ça fonctionne. Alors qu'il y a des gens qui font ça depuis 20 ans et dont c'est leur métier et qui maîtrisent parfaitement et qui savent absorber. Et on l'a fait cet été avec un stage d'une semaine avec Academia financé par Cultura, un stage où on balance comme ça 200, 300 mômes. On leur envoie un fichier Excel et c'est eux qui gèrent. Ils appellent, ils coordonnent, ils classent, ils paramètrent avec les profs, etc. Donc si demain, et donc aujourd'hui ils accompagnent 100 000 enfants. Enfin pour ce qui est Academia, les autres en accompagnent un peu moins, mais on va prendre le leader pour aller vite. Eh bien derrière, si on leur envoie 10 000 enfants ou 20 000 enfants ou 30 000 enfants sur la plateforme live, eh bien ils sauront les gérer. Parce qu'ils ont les 15 personnes derrière qui gèrent les connexions et autres, ils ont les profs derrière qui sont formés, ils ont l'infrastructure qui rappelle avec leurs 100 agences implantées sur le territoire. Et il y a 15 ans, j'avais été les voir en leur disant, écoutez, moi je veux aller vite, je veux pas passer 10 ans à régler ce problème, ça fait déjà 40 ans que ça l'est, et donc vous allez me prendre un enfant dans chacun de vos sites, et puis le deuxième, je le paierai. Et là, j'ai une levée de bouclier de tout le monde. Voilà, les profs, les enseignants, l'éducation nationale, tout le monde dit non, vous pouvez pas travailler avec des acteurs du privé. Moi, je crois le contraire. Moi, je crois que il y a un moment donné, qu'ils n'y croient pas pour plein de raisons, je veux bien l'entendre. Voilà, parce que c'est des gens, c'est des héros pour moi, les profs. Donc, qu'ils n'y croient pas, je peux l'entendre. Mais qu'ils nous laissent essayer au moins une fois. Et qu'on se dise, pendant 1 an, pendant 2 ans, on va faire du privé-public ensemble et on va à la fin voir les résultats. L'éducation nationale a une information, une data essentielle qui s'appelle Pronote. Enfin, il y a 3-4 logiciels de ce type-là, qui est que ce logiciel-là permet d'avoir toutes les notes des enfants. Si l'éducation nationale voulait faire un bond en avant, elle pourrait dire, avec cette data, un peu ce qu'a fait le Pôle emploi avec les acteurs externes ou autres, cette data, dès qu'un enfant est en dessous de 10 dans une matière, on prend cette information et on l'affecte soit des profs en interne qui veulent le gérer, ce qui n'est pas le cas. Enfin, j'exagère, il y en a toujours, mais ça ne règle pas la problématique du volume. Soit le donner à une association, type Jubdeco, AFEV, retraite scolaire, qui on veut, soit le donner à un acteur du privé. Et donc, ce qui fait qu'en temps réel, on sait quel est l'enfant qui est en difficulté et en temps réel, on peut le traiter. Et le numérique
permet de faire ça. Permet de dire, je peux aider aujourd'hui un enfant dans n'importe quelle ville de France. Et donc ensuite, on a pris des outils comme MaxiCours. Donc là, c'est des outils de révision. Il y a des fiches, des quiz, des vidéos. C'est des cours en ligne, mais numériques, on va dire. Et puis une autre, et donc là, en fait, quand on a construit un programme en disant qu'il y a, je sais pas, 250 notions de maths au collège, eh bien, les enfants, on va les faire progresser de notion en notion, ce qui fait que quand ils auront atteint le parcours complet, c'est impossible qu'ils soient en dessous de 10 de moyenne, parce que toutes les questions, les vidéos, les quiz leur auront été posés à cet instant T, et tout ça complété par 1 ou 2 cours par semaine pour pouvoir les accompagner. Et puis après, il y a un côté ludique avec StudyTrack, qui est le programme scolaire. En gros, c'est le théorème de Thalès chanté par Soprano, un cours d'histoire chanté par Joe Star, et ça, c'est le côté ludique, auditif des enfants. Et donc, si vous partez de ce principe qui est, avec comme classe, je veux un peu devenir le Netflix de l'éducation, en exagérant, qui est que si vous pouvez avoir sur une plateforme tous les outils qui permettent de pouvoir accompagner du lundi jusqu'au dimanche tous les enfants en fonction de leur problématique dans la matière, en fonction de la problématique de leur exercice, en fonction de la problématique de leur devoir, non plus 2 heures par semaine, mais tous les jours de la semaine à partir de 16h à 18h, en ayant des acteurs locaux à qui vous fournissez des ordinateurs pour accueillir les enfants qui n'ont pas de place chez eux, qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, ou trouver des partenaires qui fournissent des ordinateurs aux enfants qui peuvent se connecter chez eux. Mais moi, je vous garantis que dans 5 ans, on accompagne plus de 100 000 gamins, de la 6e jusqu'à la 3e et ensuite jusqu'au bac. Que de l'autre côté, il n'y a plus un enfant qui est en difficulté sur une matière, car il y a de l'intensif ensuite toutes les 7 semaines sur la matière ou le chapitre concerné. Et le digital apporte cette possibilité extraordinaire qu'il n'y a plus un enfant, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit la ville où il se trouve, quelle que soit la difficulté qu'il a, grâce au numérique, a la possibilité d'avoir un accompagnement. Et ça, je trouve ça révolutionnaire. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut trouver les moyens de pouvoir le déployer. Et là, on rentre dans une autre problématique qui est le financement, qui est très compliqué dans le domaine de l'éducation, car les entreprises, autant c'était facile, et donc si j'avais voulu aller dans la facilité, c'était facile de développer des activités dans le numérique pour former les jeunes au métier du développeur web, etc. Ça, c'est d'une simplicité déconcertante. Autant l'éducation, on part du principe que c'est le problème de l'éducation. Et donc, et comme on s'adresse à des enfants qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils sont quasiment à 15 ans de l'emploi, les entreprises se disent, et j'exagère parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui s'investissent dans le sujet, mais pas suffisamment pour qu'on règle ce problème, parce que l'échec scolaire en France, ça coûte quand même 230 000 euros. Un enfant qui décroche scolairement, sur les 40 ans, va coûter 230 000 euros. Tous les problèmes de décrochage, d'insertion, de réinsertion, de formation, etc. Donc, quand vous prenez ça et que vous multipliez ça par 100 000, 140 000, eh bien, vous voyez, on est carrément à 15, 20, 25 milliards de coûts. Par génération. Par génération. 100 000 à 100 000. Exactement. Et donc, ce qui fait que quand on dit aujourd'hui il y a 8 millions de pauvres, quand on dit il y a 5 millions ou 6 millions d'illettrés, etc., ben c'est les 40 ou 50 ans d'échec scolaire qu'on a. C'est juste un cumul. Donc, ça nous en fait un petit million par décennie. Ben voilà, sur 4 décennies, eh bien, ça fait 4-5 millions. C'est aussi mathématique que ça. Et donc, ce qui fait que dans ce sujet-là, des personnes qui s'engagent et qui mettent de l'énergie et leur temps, il y en a énormément, et tant mieux en tant que tel, dans tout un tas de sujets. L'autre problématique qu'on a dans le domaine du social, c'est que dans le monde du privé, quand les structures peuvent trouver des partenariats ou autres, eh bien, ils vont faire des deals entre eux. Ils vont s'acheter des prestations, ils vont fusionner, ils vont partager des actions. Bref, ils vont avancer ensemble. Dans le monde social, c'est pas du tout le cas. Je milite depuis 10 ans pour que tous les acteurs de l'éducation fassent bloc, qu'on fasse tous ensemble, qu'on gère ensemble le financement, qu'on gère ensemble la communication, et ensuite qu'on peut après se répartir les actions ou les territoires, peu importe, mais qu'on fasse bloc et qu'on règle ce problème. Et donc la difficulté que j'ai, c'est que bon, je suis pas arrivé parce que là c'est pour plein d'autres problématiques, mais c'est pas la thématique de cette interview. Donc si j'avais à résumer ce sujet-là, c'est de dire une plateforme numérique avec les outils qui vont bien et les acteurs du privé et du public qui veulent s'engager sur ce problème pour accompagner les enfants toute la semaine, des acteurs en locaux pour pouvoir accueillir les enfants qui n'ont pas d'ordi chez eux ou qui n'ont pas de place chez eux, et puis des parrains particuliers qui peuvent faire un don de 20 euros par mois, ce qui coûte 6,80 à l'élection faite, des mécènes, des collaborateurs qui veulent s'impliquer et qui peuvent aller dans ces locaux, parce que beaucoup d'entreprises nous disent maintenant, nous on veut bien vous financer, mais il faut impliquer le collaborateur. Et moi, je pars du principe que les collaborateurs, ce sont des adultes, et que ces adultes, venir faire de l'aide aux devoirs en mathématiques ou autres, c'est quand même dommage.
Et pour deux raisons, parce que les enfants sont face à de l'autorité de leurs parents, face à de l'autorité de leurs profs, et là, on va leur remettre un adulte en face, d'où l'intérêt des étudiants en tant que tel. Et que les collaborateurs interviennent sur d'autres sujets, sur l'estime de soi, la confiance en soi, la perspective, l'intérêt des études, pourquoi aller à l'école, les métiers de demain, leurs métiers, enfin bref, en gros, donner de la perspective, on va dire, dans le sujet. Et donc, ce qui fait que si on voulait aujourd'hui, vous avez 1000 collèges REP. Avec les REP+, on va dire qu'il y a 1100 collèges REP, avec une moyenne de 400-500 élèves. On est sur une logique de 500 000 enfants en mode collège. Si on rajoute les lycées, les écoles primaires, on a à peu près 1 million de personnes. Si on va en chercher 100 000, on va chercher les 100 000 qui sont en dessous de 10 de moyenne. Et donc, à partir du moment où on les a accompagnés et qu'ils passent à 12, 13 de moyenne, ça nous laisse de l'espace pour continuer à accompagner ceux qui sont en dessous de 10 de moyenne. Le but, c'est de ramener tous ceux qui sont en queue de peloton dans le ventre mou. Et puis après, il y en a qui vont performer parce qu'ils auront pris confiance en eux, parce qu'ils auront appris, etc., etc. Et le digital permet de faire ça. Le bug dans ce sujet-là, c'est que, je dis à l'Éducation nationale, si vous voulez régler ce problème-là, il faut mettre 40, 50 millions sur la table, c'est-à-dire à peu près 40 000 euros par collège, pour avoir un coordinateur, les 20, 30, 40 bénévoles qui interviennent, etc., etc. Donc, et ça, c'est niette. Le sujet est clos là-dessus. Ça ne sera jamais le cas. Donc, ce qui fait que on sait, et c'est ça qui a fait que j'ai perduré dans ce projet, parce que moi, à un certain moment, je me suis dit, ce constat, je l'ai fait il y a 9 ans à peu près. J'aurais pu me sauver en me disant, je reste sur le numérique et puis voilà, je peux rien faire. Les moyens ne sont pas là. Et comme c'est mon histoire, j'ai décidé de plonger dedans. Donc voilà, ça demande une organisation personnelle différente. Et donc être dans une logique de plus-value humaine versus de plus-value financière, parce que quand on est entrepreneur, on va plutôt vers les plus-values financières que les plus-values humaines à l'origine. Maintenant, ça change et j'en suis ravi. Là, depuis 10 ans, je sens bien qu'on commence à avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui viennent de grandes écoles, alors que d'habitude, on les aurait plutôt trouvés dans d'autres structures. Et ça, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on a une génération aujourd'hui qui vient s'impliquer dans ce genre de sujet pour professionnaliser tout ça. Et donc, on est dans un système où les solutions, on les connaît maintenant. On sait que d'une façon ou d'une autre, le Covid dans lequel on y est pour jusqu'à l'été prochain. Donc jusqu'à l'été prochain, il faut trouver des solutions pour ces élèves. Dès qu'il y a un cas Covid, l'élève est extrait. Donc, comment on fait pour l'accompagner? Ce qui est valable d'ailleurs pour les élèves qui sont en cas de Covid ou les élèves qui sont dans les hôpitaux ou dans différents endroits et qui sont bloqués pendant un temps. En gros, c'est le numérique permet de dire un enfant, quel que soit l'endroit où il se trouve, on peut l'accompagner. Mais pour ça, il faut en face qu'on prenne conscience que ce sont des êtres humains, que les 15 premières années de leur vie sont essentielles. Donc, si on loupe ce passage-là, après, ça devient laborieux sur le temps. Que l'échec scolaire, c'est pas un truc de quartier populaire, c'est un truc national. Qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui viennent des quartiers populaires et qui ont des parcours de réussite scolaire et professionnelle extraordinaires. Donc, ce n'est pas une exception, c'est le cadre et l'environnement qui fait ça. L'enfant qui est aujourd'hui dans un quartier populaire n'est pas plus stupide ou vis-à-vis d'un enfant d'un milieu plus favorisé. C'est le cadre qui fait ça. C'est pour ça que je dis toujours, prenez cet enfant, mettez-le dans un cadre favorisé et il sera, il ira à ses 14-15 de moyenne comme tout le monde et il avancera. Donc, mais il y a un élément que vous pourrez jamais changer. On peut dire tout ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas changer l'environnement. Et donc, ces fameux premiers de corvée, si on prend cette approche-là de toutes ces personnes qui sont qui ont les jobs qui sont à petit salaire, parce que tous ces jobs, les gens se sont bien rendus compte que c'était essentiel pendant cette période-là. Eh bien, on peut pas changer ce cadre. Donc, on peut faire tous les Grenelles qu'on veut. Ce cadre et ses parents sont ses parents. Donc, la seule chose qu'on peut changer, c'est aller et leur apporter des outils jusqu'à leur domicile ou dans l'association du côté et faire en sorte que tous les acteurs, les particuliers, parrainent ce genre de programme, les entreprises se mettent dans une situation en disant si on ne règle pas ce problème, qui est réglable, parce que c'est basique, quoi. Un enfant, des devoirs tous les soirs, de l'accompagnement. Nous, tous les enfants qu'on accompagne, on a plus de 87% de résultats au brevet quand on les accompagne pendant 4 ans dans des collèges où la moyenne est plutôt à 65-70% de résultats au brevet. Donc, il n'y a pas de miracle. C'est simplement qu'on applique pour ces enfants ce que d'autres appliquent dans leur univers naturel. Et donc, et à partir de là, j'ai une fille qui tourne à 18-19 de moyenne, elle a 16 ans, elle parle 4 langues, simplement parce qu'elle a décidé de pouvoir le faire. Et donc, on l'a stimulée, et donc, elle avait le cadre pour pouvoir le faire. Et puis, en même temps, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, je remercie ma fille de ne pas avoir loupé sur ce coup-là. Et à partir de là, on est dans un truc qui est, les solutions, elles sont simples.
Il suffit juste qu'à un moment donné, on se décide de le faire, nous, citoyens, parce que l'éducation nationale ne le fera pas, non pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire, et que s'ils avaient de l'argent à rajouter, ils augmenteraient les salaires des profs et ils organiseraient le sujet, et ils ne peuvent pas le faire. Donc les profs sont mal payés, donc ils sont autonomes, d'où le fait que chacun gère sa classe comme il le souhaite, etc. Et grâce à tout ça, ça emmène quand même 700 000 personnes jusqu'au bac. Donc on a un système qui est formidable, à part que dans un collège, quand ils ont 20 enfants en difficulté, sur 400 ou 500, ben, c'est pas un drame, quoi. On peut pas être parfait. Mais donc, ils disent, ben voilà, j'ai 20 enfants en difficulté. Mais c'est le 20 multiplié par 7000 qui nous amène à ces 140 000. Et donc, si on sait identifier très rapidement les 20, qu'on sait tout de suite mettre en application, quel que soit l'endroit où ils sont, grâce aux outils numériques, les solutions qu'ils leur apportent, eh bien, on règle le problème de ces 20 gamins dans ce collège. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, ensuite, on descend en CM2, on descend en CM1, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants du primaire qui arrivent en difficulté au collège, ce qui fait que ça libère du potentiel de bénévoles, d'étudiants et de profs. Et je dis ça depuis de ministre en ministre qui change tous les 2 ans, avec une approche qui est de se dire, on peut régler ce problème, c'est une décision qui doit être collégiale, et que le monde de l'entreprise, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les moyens de ce côté-là, il faut que le monde de la philanthropie, le monde de l'entreprise, les particuliers se disent, on ne peut pas sacrifier autant d'enfants chaque année, alors que simplement en faisant un petit effort de quelques euros par mois ou par collaborateur, par parrain, etc., eh bien, on peut cumuler un montant qui nous permet de pouvoir régler ce problème et de le vérifier en temps réel. Parce que ensuite, grâce au numérique, on peut dire aux parrains, aux entreprises, ben voilà les enfants, voilà leurs notes et voilà leur progression, mais pas sur mes dires, parce que le problème associatif, c'est que c'est des rapports sur des dires. Il n'y a pas une structure qui dit tiens, vous dites que vous formez 5000 personnes, eh ben donnez-moi la liste des 5000 que j'aille vérifier de façon aléatoire. Personne fait ça. Donc les gens racontent ce qu'ils veulent dans ce genre de situation. Et donc alors qu'on est dans une situation où le numérique, avec Pronote, voilà, il suffit juste que les parents disent moi je vous donne accès à ça, et de façon anonyme évidemment, avec pour les raisons que vous connaissez. Et vous avez un truc qui est officiel sur la note de cet enfant, sa progression et donc les résultats. Avant des questions. Quel est ton modèle économique? Quel est ton modèle économique? Tu veux nous dire un mot sur ta façon de financer tout ça, et aussi, tu l'as dit tout à l'heure, la difficulté d'embarquer en fait des mécènes, entreprises et particuliers sur un sujet d'une telle gravité, parce que c'est un sujet d'urgence, ouais. Même si on veut faire croire que c'est une affaire de développement, c'est une affaire d'urgence. Comment tu gères ton modèle économique? Bien, je sollicite constamment les entreprises, et donc ça c'est mon quotidien, qui est d'aller voir les entreprises, de leur proposer le programme que nous faisons jusqu'à présent. Et le programme que nous faisons jusqu'à présent, c'est quelques milliers d'étudiants qui vont se répartir dans des collèges 2 heures par semaine. Ça, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Et là, sur homeclass.org, ce que je vais proposer aux entreprises, je vais leur dire, écoutez, ça coûte à peu près 600 € ou 800 si on veut financer des ordinateurs pour les associations locales. D'accord? Donc, on leur dit, voilà, ça, c'est ce que ça coûte donc sur le système. Donc, un petit 15 € par semaine, mais 15 € par semaine pour avoir un service toute la semaine. Il faut savoir qu'un cours aujourd'hui dans le privé, c'est 20 €. D'ailleurs, le marché de l'accompagnement scolaire, ça doit être plus d'1,5 milliard. Et donc, si on prend tous les acteurs du privé, les Académies, Complétude, Cours-Legendre, et compagnie, à eux tous, ils doivent faire 300 millions. Donc, il fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis aujourd'hui dans le système d'accompagnement scolaire sans qu'il y ait de retour pour la collectivité, mais il y a un retour pour les enfants et c'est déjà essentiel. Donc, moi, j'ai dit aux entreprises, en gros, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent sur HomeClass, c'est que je vais demander aux familles de participer. Donc là, déjà, dès que je dis ça, tout le monde hurle en disant « c'est pas possible ». Et donc, je vais demander aux familles de participer à hauteur de 10 € par mois, c'est-à-dire 50 centimes par jour. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où ils ont mis ce montant, ce que j'ai testé sur une centaine de familles, ils ont une exigence qui est au même niveau que s'ils avaient mis 100 €. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si l'enfant ne se connecte pas, ben, on envoie un SMS aux parents et c'est les parents qui gèrent leur organisation familiale par rapport à ça. Donc, il n'y a plus ce que j'ai jusqu'à présent. Ah, mais il avait sport ou je sais pas quoi. Donc, ça, c'est la première chose, c'est on demande aux familles de s'impliquer un petit peu sur un petit montant.
Et donc, alors évidemment, ça, c'est un point de blocage. Hein, dans le monde institutionnel, dans le monde politique, les PRE, la politique de la ville, ça, ils ne supportent pas cette approche-là. Mais moi, je pars du principe que l'exigence qui sera demandée par les parents sur ce montant symbolique fera que derrière, le résultat sera encore plus efficace. Après, on dit l'autre approche, c'est d'aller voir des particuliers, comme toi et moi, en disant parrainer un enfant pour 20 euros par mois. Et donc, ça lui finance 6 mois d'accompagnement. Donc, si on est 2, ça lui finance l'année. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est, mon premier palier, c'est d'avoir 10 000 élèves et donc d'avoir 20 000 parrains, on va dire, en France. Ça, je pense que c'est jouable, ça va être long, ça va être compliqué, mais je pense que ça, c'est la solution la plus fiable dans le temps, car des parrains vont le suivre pendant 1 année, 2 années, 3 années, et donc c'est beaucoup plus efficace sur la dynamique de la structure, parce qu'on se dit pas, tiens, l'année prochaine, tel et tel partenaire va arrêter parce qu'il veut changer d'actions diverses et variées. Et puis ensuite, c'est d'aller voir les entreprises et de leur dire, eh bien, ça coûte 24 000 euros pour financer 50 enfants toute l'année. Donc, tout ça, donc les 50 divisés par 600, enfin tout ça, voilà. Et donc, sur ce budget-là, eh bien, on va en affecter 25% pour des enfants en difficulté de vos collaborateurs. Et donc, je préfère apporter ma compétence à des enfants de collaborateurs et de collaboratrices d'entreprise plutôt que l'inverse, où les entreprises disent, nous, on veut bien vous donner des sous, mais si vous impliquez nos collaborateurs. L'un n'empêche pas l'autre, mais je pars du principe que c'est beaucoup plus facile de gérer ça de cette façon-là. Et puis, mais ça, j'y crois pas trop, mais j'espère, les institutions au niveau des régions, au niveau des départements qui nous feront grâce de cette problématique de vouloir absolument faire du public-privé, parce qu'eux ont l'habitude de le faire dans le domaine des grands travaux, dans le domaine des autoroutes, dans le domaine du logement ou autre. Ils ont l'habitude de faire du public-privé, donc c'est quelque chose qui ne sort pas de leur mindset en tant que tel. Et si j'arrive à les convaincre de ça, eh bien, je vous garantis que demain, nous serons peut-être 3, 4, 5 acteurs, parce que voilà, tout seul, moi, je fais rien. Hein. Là, je vous raconte une histoire. Sans mon équipe, je ne fais rien. Sans la structure, je ne fais rien. Et sans les autres acteurs associatifs, on ne fait rien. Donc, il faut partir du principe que sur le million d'élèves potentiels et les 500 000 en collège, moi, si j'en accompagne un 5e, ça sera déjà énorme. Et donc, si on a comme ça 4, 5, 6 structures qui sont capables d'aller sur la même dynamique, voire faire mieux, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des acteurs qui fassent mieux que nous, ce qui nous oblige, nous, à toujours progresser. Et c'est ça qui est intéressant dans ce challenge, c'est de progresser pour le meilleur pour ses élèves. Eh bien, c'est de réussir à convaincre tous ces acteurs-là. Mais comme je disais tout à l'heure, la difficulté est liée au fait que les entreprises sont plutôt sur les sujets d'insertion, de contrat pro, d'alternance, d'environnement. On leur demande beaucoup aux entreprises en tant que telles sur ce genre de sujet. Mais ce qu'il faut, c'est que si les privés et les entreprises intègrent que ces millions de personnes par décennie qui sont sorties du système scolaire alors qu'on aurait pu régler ce problème en fermant le robinet plutôt que d'éponger constamment, coûte une fortune à la collectivité, donc nous coûte à nous. Quand les gens sont là en disant oui, mais il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, jusqu'à preuve du contraire, notre président n'a pas un chéquier, un compte personnel. Dès qu'il sort 1 euro du gouvernement, c'est 1 euro de la collectivité auquel nous avons tous contribué. Donc tout ce qui est mis en place dans le système est mis en place avec notre argent. Donc je me dis, si les particuliers, les entreprises se disent à un moment donné, plutôt que de laisser faire pour des raisons électorales, parce que ça change trop vite, tous les 5 ans, les 2 ans, etc., eh bien, nous allons prendre en main cette problématique et nous allons flécher nos dons vers l'éducation, parce que de cette façon-là, nous prenons en main une problématique qui nous coûte, malgré nous, parce que rien n'est fait suffisamment. Eh bien, on est dans un système où, on règle un problème d'un enfant, qui est pour moi le point essentiel. 2, on règle un problème économique qui est on arrête de balancer 200 000 balles à chaque fois qu'il y a un décrocheur sur le système. 3, on a des gens qui sont formés et qui vont plutôt être de l'apport économique vis-à-vis des formations futures dans ce genre de sujet. Et 4, on a moins d'illettrisme, moins d'électronisme, moins de problématiques, et que tout ça fait que à partir de là, si c'est X acteurs grâce au numérique qui enlèvent toutes ces contraintes, eh bien on est dans une situation idéale. Et je rêve de ça. Avec moi ou sans moi. J'ai une question de la salle. Alors, c'est une question qui vient toujours dans ce genre de débat, dans les questions d'éducation. Est-ce qu'on ne va pas vers un enseignement à 2 vitesses? Quoi qu'il en soit, il est déjà à 2 vitesses, probablement. Est-ce que ça risque de s'accentuer? Alors, au contraire, est-ce que ton modèle n'est pas justement un système de réduction de cette
cette inégalité entre privé et Après moi, j'encourage tous ceux qui ne connaissent pas, parce que, évidemment, que toutes ces personnes qui participent à cette interview sont déjà engagés. Donc, je ne vais pas les convaincre de ça. Ils font déjà beaucoup de choses, tous, j'imagine, de leur côté. La logique de l'éducation à deux vitesses, elle existe déjà depuis toujours. On a un univers où les enfants ont presque tout. Ils ont d'autres problématiques, c'est-à-dire peut-être moins de disponibilité de leurs parents, moins ceci, moins cela. Mais dans les outils et dans l'environnement d'accompagnement, voilà, il y a tout. Ils vont visiter des musées, ils vont lire, bref, donc un cadre propice pour pouvoir réussir. Moi, ce que je dis, c'est un truc super simple, et qu'on peut trouver dans le monde de la nourriture ou de l'alimentation. Il y a des produits de premier prix et des produits de qualité. Et donc, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir s'acheter un produit de qualité, sain, plutôt qu'un produit bourré de, je sais pas, de conservateurs, de je sais pas quoi. Et donc, obligatoirement, il y a deux personnes qui se nourrissent, mais qui se nourrissent pas de la même façon. Et bien là, ce que je dis, c'est que d'un côté, évidemment, qu'il y a des choses à plusieurs vitesses, mais ça, le système est ainsi, donc c'est pas nous qui allons le régler comme ça. Voilà, il y a des gens qui sont plus en difficulté financière que d'autres, plus en difficulté de connaissances que d'autres. Et ça, il faut savoir que 54% des enfants qui sont en échec scolaire avaient déjà leurs parents en échec scolaire. Donc, on est dans un cercle vicieux qui fait que si on veut arrêter ça, il y a bien un moment donné, il faut arrêter d'avoir des gens en échec scolaire qui reproduisent des gens en échec scolaire. Et ensuite, l'approche qui est la mienne, elle est simple. C'est, vous pouvez pas changer l'environnement, mais vous pouvez apporter le produit. Et donc, si les enfants de milieux favorisés ont accès à du cours privé, à des outils que je viens de citer, qu'on a sélectionnés sur Home Class, ben moi, je dis déjà, apportons-leur les mêmes outils. Donc, qu'un enfant de milieu favorisé qui a accès à la qualité d'accompagnement d'un acteur du privé type Academia ou autre, eh bien que cet enfant est le même. Et pareil pour tous les autres outils. Donc, si déjà, j'apporte un équilibre sur les mêmes outils, après, le monde associatif, il y a tellement d'acteurs qui agissent sur tellement de domaines, qui va de la culture à la relation à l'estime de soi, à l'entrepreneuriat, à la motivation, etc. Tous ces acteurs locaux peuvent ensuite s'occuper d'un seul truc, qui est de faire de l'ouverture vers l'extérieur à travers la culture, à travers le sport, à travers la musique, à travers l'art, etc., etc. Et donc ça, c'est le rôle pour moi des associations locales. C'est pas leur rôle de faire de l'accompagnement scolaire parce qu'ils n'ont pas tous les moyens nécessaires. Et le numérique et le Covid a sifflé la fin de la récréation à partir de là. Et donc là, aujourd'hui, les solutions, et on le voit dans d'autres domaines de formation, les solutions aujourd'hui font que, évidemment, qu'il y aura toujours deux vitesses, parce qu'il y a des gens qui auront les moyens de pouvoir compléter ou compenser des manques de leurs enfants. Moi, je vois des enfants que j'ai à Paris qui sont des voisins, sont dans un cadre fantastique. Et donc, le gamin, il dit, moi, je voudrais découvrir ça. Ben, son père, qui a fait telle grande école, va lui trouver le stage dans la boîte qui va bien. Et donc, la facilité de trouver un stage, la facilité de rencontrer des personnes qui vous parlent de métiers complètement différents les uns des autres, dans un milieu favorisé, ça existe. Dans un milieu favorisé, j'apprends d'autres choses. Parce que moi, j'ai des gens de la quartier populaire qui sont beaucoup plus cultivés que moi, qui lisent beaucoup plus que moi, etc. Donc, ce n'est pas une fatalité de dire j'habite dans un quartier populaire, donc je suis moins intelligent. Simplement, j'ai moins de moyens. Et donc, je vais m'acheter moins de livres potentiellement ou des choses de ce type-là. Donc, une école à deux vitesses, certes, mais ça, nous, le monde associatif, on ne pourra pas gérer cette partie-là entre les classes où dès que le prof rentre, les élèves se lèvent et il n'y a pas un bruit, et puis une classe où dès que le prof rentre, il y a du bruit et il met 15 minutes, 20 minutes à calmer tout le monde. Ça, c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, c'est le rôle de l'éducation nationale. Nous, notre rôle, c'est de nous substituer, entre guillemets, pendant un laps de temps aux parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner leur enfant. C'est notre rôle. Les enseignants instruisent, nous, on accompagne sur le fait que tous les soirs, ce qu'ils ont appris dans la journée, ils puissent l'intégrer, le comprendre et faire en sorte derrière de pouvoir ensuite suivre le cours et ne pas décrocher d'heure en heure et de cours en cours. Donc oui, il y aura toujours une éducation à deux vitesses, mais si on s'y attelle fortement, on peut déjà avoir un système d'inégalité qui existe, qui est d'offrir aux gens les plus défavorisés les mêmes outils. François, moi je me lâche. François, Jamais. Moi, je me lâche. Et je suis jamais contre. Et J'ai l'impression d'être plus éclairé. J'ai l'impression d'être plus éclairé sur l'urgence nationale, même internationale, parce que je pense que c'est un sujet de gravité mondiale. Toute la préparation du futur passe toujours par l'éducation des générations et surtout depuis la crèche, la maternelle jusqu'au lycée. Donc c'est un sujet d'importance nationale. Je suis toujours
un peu frappé quand tu racontes tes difficultés à mobiliser en fait et l'opinion et les entreprises. Mais je pense que, comme dit Victor Hugo, on résiste à une idée dont le temps est arrivé, dont le temps est venu. Donc, à force d'attaquer la plage, on dit aussi que ce n'est pas la première vague qui prend la plage, ni la deuxième, souvent la troisième ou la quatrième. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts avant, et je pense que tu es sur un chemin qui, à mon avis, percera le mur. Et je voulais vraiment te donner l'occasion de présenter ton action à notre audience. Et te remercie encore une fois de la clarté, de la pertinence, de la précision de ce que tu nous as présenté. J'anticipe déjà les réactions de ceux qui ont assisté à cette rencontre pour dire que c'était vraiment tout à fait passionnant et intéressant. On arrive à la fin de la présentation. Je n'ai pas d'autres questions à te soumettre. Je pense que les gens ont dû écouter cela avec beaucoup d'attention, comme c'était très clair et précis. Et on n'aura pas d'autres questions. Et je voulais te remercier encore une fois de t'être libéré 1 heure pour nous consacrer tout le temps. Merci à vous. Merci de vos engagements sur tous ces sujets. À bientôt. Merci François, à bientôt. Merci François, à bientôt. Merci à tous. Et vous allez recevoir un petit lien pour évaluer cette rencontre, simplement pour nous aider à être encore plus pertinent, performant ou efficace. Si vous pouvez répondre à l'enquête, ça serait génial. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous et bonne semaine.